Merci à tous d'être venus. Il y a effectivement encore une autre raison de nous tourner vers les États-Unis aujourd'hui, qui est la venue parmi nous et la publication du livre de Rachel Kushner, Le lac de la création, traduit par Emmanuel et Philippe Aronson chez Stock. Et voilà, pour nous, maintenant, c'est l'événement qui va nous tenir ensemble durant une heure pour évoquer un roman à la fois brillant, complexe et passionnant. Rachel Kushner est donc une romancière américaine, donc comme vous le savez sans doute. Je voudrais rappeler quand même les titres qu'elle a publiés, qui sont traduits en France. Donc Telex de Cuba, qui était sorti au Cherche Midi en 2008. Le roman aussi qu'il a fait vraiment connaître en France, qui s'appelait Les Lance-Flammes. Je ne sais pas si vous l'avez lu, qui a été publié en 2012. Le Mars Club, qui a obtenu le prix Médicis étranger, et puis ce recueil de textes qui s'appelait Les routiers sont sympas. Manière de rappeler, entre les lance-flammes, les routiers sont sympas, l'intérêt et la familiarité de Rachel Kushner avec les moteurs, les voitures, tout ce qui se déplace, tout ce qui roule, tout ce qui circule. Dans Le lac de la création, je vais vous présenter rapidement ce livre. Il est également question de circulation, mais je dirais davantage d'une infiltration. C'est pour moi vraiment le roman d'une infiltration. La voix narrative, celle qui raconte l'histoire, est une femme qui s'appelle Sadie Smith, qui est une ex-agente du FBI, qui a été chargée par des commanditeurs dont on ignorera jusqu'à la fin l'identité, d'infiltrer un groupe d'ultra-gauche, d'activistes gauchistes dans le sud-ouest de la France, dans une région qui est nommée ici la Guyenne. Et cette femme va fomenter toute une approche pour se retrouver en face de Pascal Balmy, qui est l'un des leaders de ce groupe, et de toutes les personnes qui vivent au moulin, donc des êtres qu'on va appeler les moulinards. Donc, Sadie Smith, 34 ans, s'avance vers les moulinards et elle va s'installer dans cette petite région du sud-ouest afin de les surveiller et de les inciter à commettre un attentat. Donc il y a d'emblée la question, la question d'un roman qui serait tendu par le genre, qui serait travaillé par le genre du polar ou le genre du roman d'espionnage. Mais évidemment, ça n'est pas si simple parce que, de manière assez forte et intéressante et aussi très tonique, jusqu'à la première moitié du roman, il me semble que la narration alterne deux voix. Une autre voix va s'infiltrer dans le texte, celle d'un personnage magnifique, qui est Bruno Lacombe, un personnage de philosophe qui s'est retiré dans une caverne, dans une grotte, à la suite de la mort de sa fille quand elle était petite. Donc, après ce décès, cet homme opère une espèce aussi de sortie un peu définitive de la civilisation, cet accident venant se conjuguer à toute une philosophie qui est la sienne et dont il parle. Et donc il y a cette alternance qui fait que le roman se situe vraiment sur deux plateaux, jusqu'à peu près, je dirais, aux 2/3 du texte. On est vraiment sur deux plateaux. D'une part, Sadie, qui raconte comment elle se rend chez les moulinards et comment elle va rencontrer Pascal, donc comment elle se rapproche de Lucien, le meilleur ami de Pascal, qui passait par Marseille, etc., puis comment elle arrive en Guyenne. Et d'autre part, les mails que Bruno Lacombe écrit aux moulinards et que Sadie peut intercepter, dans lesquels il est question finalement de l'origine de l'homme, de la question de la présence et même de la coexistence à un moment de l'espèce de tuilage qui a lieu entre
les Néandertaliens et les Homo sapiens. Et dans cette mise en concurrence de ces deux espèces qui sont pensées par Bruno Lacombe, il y a là toute une matière à philosopher, toute une matière à penser aussi finalement l'extinction possible de l'humanité, la façon dont Sapiens s'est rendu maître des hommes et des branches humaines, a gagné finalement le concours des hominidés et s'est rendu proche des maîtres des ressources. Donc cette alternance, elle est vraiment fascinante. Et elle donne au roman aussi une profondeur, je trouve, moi, philosophique, métaphysique et aussi poétique, extrêmement émouvante. Et cette émotion vient se conjuguer à la voix de Sadie, qui, elle, est sarcastique, qui est une femme plus dure, plus cruelle, qui est un peu sans foi ni loi et qui a absolument besoin de mettre à jour et d'inciter même un complot, un attentat, afin que l'on puisse mettre un terme aux agissements de ce groupe passionné, de ce groupe d'activistes qui luttent d'ailleurs contre la question de l'eau et des méga-bassines en Guyenne. Voilà, donc ça vous plante un peu le substrat, la matière du roman. Et on pourrait demander d'emblée à Rachel Kushner. Voilà, c'est tellement original qu'une femme américaine vivant à Los Angeles puisse écrire avec avec une observation si fine, si drôle, qui à la fois capte des expressions du langage, des pratiques de la société rurale française en plus. Comment est-ce que vous êtes tourné vers cette région que vous avez appelée la Guyenne, et comment est-ce que vous parvenez à regarder finalement ce morceau de France de manière si captivante pour nous? I'm going to tell you guys a secret that no one's known until now. How did I pull it off? I hired a ghostwriter. Je vais vous raconter un secret que je n'avais encore jamais révélé à personne. Comment je me suis débrouillée? J'ai tout simplement engagé ce qu'on appelle un nègre. Je pense qu'on n'a pas encore inventé de nouveaux termes pour ça. Un écrivain pour le faire à ma place. No, I'm kidding. Of course. C'est une blague, bien sûr. I spend a lot of time in the part of France where I set this book, and have done so for many years. But it isn't just a familiarity with a geographical region. It's also my proximity, it's luck really, my proximity through my husband to the generation of people Bruno's age who were very defined by May of 1968 and the question of a revolutionary horizon. People who experienced great disappointment and paranoia in the 1970s. And I formed this character, Bruno, as someone who has decided that no revolution is coming. He believes that we cannot change the world. He's still an optimist and believes that we must change ourselves. So I started from that. I'm also interested in the long 20th century of French political thought, French politics. I'm a child of French cinema, which is a great way to understand not just France, but how French people see themselves depicted on screen. And finally, my son has gone to a colonie de vacances in the Lot since he was 7 years old. And then he ended up working at this camp. And he goes way underground, like 5 kilometers underground. And the first summer he was at this camp, he saw graffiti by members of the French resistance on the walls.
he felt the wind from the TGV train that goes from Marseille to Paris. He saw the skull of an extinct animal, a cave bear. So I had this sense of the storage of history in France, physically sedimented into the earth. And I had somebody who could witness it for me, because I am not going 5 kilometers underground. Alors la première réponse, c'est que la région que je décris, c'est une région où j'ai passé énormément de temps depuis des années, mais c'est pas simplement une familiarité géographique en fait, c'est aussi une proximité que j'ai eue via mon mari avec toute une génération de personnes de l'âge de ce personnage, Bruno, que vous avez évoqué, qui ont été vraiment définies par leur expérience de mai 68, pour qui la question de l'horizon révolutionnaire a été vraiment centrale et qui ont dans les années 70 connu de grandes désillusions et une grande paranoïa aussi. Et donc j'ai imaginé ce personnage de Bruno comme quelqu'un qui a décidé que la révolution ne viendra pas, qu'on ne pourra pas changer le monde de cette façon-là, mais il reste un optimiste et il pense qu'il faut se changer nous-mêmes. Donc ça déjà c'est le point de départ. L'autre réponse c'est aussi que l'histoire des idées et de la pensée intellectuelle et la pensée politique française sur le long XXe siècle est quelque chose qui m'intéresse depuis de longue date. Je suis aussi un enfant du cinéma français. J'aime le cinéma français non seulement comme une façon de comprendre et de connaître la France, mais aussi comme une manière de voir comment les Français se voient eux-mêmes représentés à l'écran. Et enfin, une autre réponse aussi est que mon fils, depuis qu'il a 7 ans, a fréquenté une colonie de vacances dans le Lot, où il descendait notamment dans les grottes. Il descendait jusqu'à 5 km sous terre. Il y a même plus tard travaillé dans ce camp de vacances. Et sous terre, il a vu des graffitis. Il a vu des traces laissées par des résistants français. Il a senti aussi le vent produit par la ligne de TGV Marseille-Paris. Il est tombé sur le crâne d'un animal disparu, un ours des cavernes qui n'existait plus. Et donc j'avais vraiment conscience, via ce qu'il me racontait, de cet archivage de l'histoire française de façon très physique, dans la terre même. Et j'avais surtout quelqu'un qui pouvait m'en parler, parce que moi je n'étais pas prête à descendre 5 km sous terre. Alors, il y a une question qui traverse tout le livre et qui est assez centrale, il me semble, c'est la question de la communauté. Bruno, qui écrit sans cesse au Moulinard et qui écrit et qui parfois interpelle Pascal, leur leader, leur parle d'abord de la communauté des premiers hommes, de la manière dont justement Néandertal et Sapiens ont évolué. Il est lui-même obsédé par la question de la communauté sur le plan politique, hein, donc c'est ce que vous disiez avec l'histoire, donc tout ce qui se passe, cet horizon communautaire qui prend forme justement autour de mai 68 et qui se prolonge ensuite, notamment qui se prolonge au Moulin où Pascal vit en communauté, une communauté assez paranoïaque, assez refermée sur elle-même. Et dans cette communauté, on retrouve des gens qui ont fait allégeance un peu à Pascal, Jérôme, Alexandre, Aurélie, etc. Et cette femme, Sadie, va donc devoir infiltrer cette communauté. Et je trouve qu'en face de cette question de la communauté, ce que peut une communauté et comment elle peut être une force de résistance ou de proposition politique, il y a la question de la solitude de Sadie qui vient faire un espèce de contrepoint. Sadie Smith est vraiment une des femmes les plus seules, et d'ailleurs elle l'exprime beaucoup. C'est vraiment un cavalier solitaire qui va de mission en mission. Et Bruno est également très seul. Donc il y a en fait à la fois un contrepoint entre cette communauté qui vit dans ce sud-ouest, près de Vendôme, donc dans ce moulin, une communauté où alors là, on va pouvoir en parler avec comment ces gens-là vivent, et on les approche de façon hyper vivante. Et puis, en contre-pied de ça, Bruno, qui est devenu un homme invisible que personne ne rencontre, qui vit dans sa grotte, qui pense, qui est un endroit pour penser, qu'il a dédié à la pensée et au rêve, et qui écrit. Et puis,
troisième pointe du triangle, cette femme, Sadie, qui observe les moulinards et qui est peu à peu, elle aussi, imprégnée par la pensée de Bruno. Et donc, la question de la communauté, qui est d'ailleurs reprise parce que vous êtes extrêmement familière aussi de l'histoire intellectuelle française, et notamment une personne, alors plutôt justement qui fait aussi un espèce de contrepoint, qui est la personnage de Guy Debord, qui est extrêmement présent dans ce livre. Et voilà, et comment vous avez abordé cette question de la communauté via justement la communauté des moulinards, mais aussi Bruno et la manière dont Sadie et Bruno pensent leur solitude en face d'eux. Wow. There's so many ideas in the question. Well, you guys, everyone can hear me okay, right? Yeah, it's a soft microphone. The community itself is rendered with a lot of personal familiarity. It's not something I had to research. It isn't a world that's very far from me. I know people who've been involved in these kinds of social projects, leaving Paris to form a community, to try to live in a closer relation to nature, to get to know the local farmers, to grow their own food, and maybe most importantly, to form a connection with a type of resistance that you find in the kind of great history of peasant revolts in France. And I'm familiar with some of the challenges that come up in these communities in terms of when your community is socially structured around one charismatic leader, there can be problems. Sometimes, the women end up watching the children and the men end up repairing the tractors, etc. By having this character, Sadie, be the reader's window into this world, I chose a narrator who had almost no sympathy for this social project, whereas I would have had too much sympathy for it. I also knew people in a community like Le Moulin who were raided by the police and became quite hermetic and closed off after that. And this question of the undercover agent who infiltrates a community and in fact wants to incite violence herself in order to get them shut down is a very strange one. And I kept asking myself, what kind of person does this? Why would they choose to do it? What is the mentality? And she, in a way, is my answer. She's very cynical. She tells herself that nothing is sacred and that these people's social project is contradictory, it's a joke, etc. But this is someone insisting very loudly while at the same time maybe being quite ontologically fragile because nothing matters to her. She drinks very heavily. She tells the reader that she has no reason ever to clean up her trash because she will not be returning to the same place twice. She works undercover. This is just one job she's on. The book takes place over 6 weeks of time. And so she's planning on just moving on to her next job. At the same time, she's reading very closely these long communiques by Bruno Lacombe. And through the intimacy of reading, almost that alone, she starts to form a connection to him. And this person who lies about who she is to everyone, she has a kind of fake boyfriend who she's manipulated into having a relationship with her because he's childhood friends with Pascal, the leader of the commune. And she says of this boyfriend, he's in love with a woman who doesn't exist. Other people don't seem real to her. Bruno does seem real to her. And by reading his texts, it's like
she becomes his only disciple. She tells the reader she doesn't care about nature, but she's walking through the natural landscape with the details that are in Bruno's emails about this region and what they grow there. And it's as if he becomes her companion to like teach her about nature. And I guess I would just say about communities and people, for her, I see the book as a trajectory that goes, most novels go from innocence to experience, but Sadie goes from experience to innocence. Alors, il y avait beaucoup She just drew d'idées a graph. dans votre question. J'ai effectivement fait un petit dessin pour essayer de me souvenir. Alors, la communauté telle que je la rends, c'est quelque chose en fait qui est extrêmement familier pour moi. C'est-à-dire que je n'ai pas eu énormément de recherches à faire. Ce type d'univers n'est pas très éloigné de moi et j'ai connu surtout des gens qui avaient pu s'impliquer dans ce type de projet, cette idée de vouloir quitter Paris pour fonder une communauté, pour faire communauté ensemble, pour peut-être retrouver un lien plus proche avec la nature, se rapprocher aussi des paysans locaux, faire pousser sa propre alimentation, etc. Et donc je connais bien aussi le type d'histoire auquel se réfèrent ces gens-là. Il y a une manière d'ancrer aussi cette forme de rébellion dans un historique de résistance et qui est celui des résistances paysannes qui ont aussi existé dans des régions comme celles que je décris. Parce que je les connais, je connais bien aussi les difficultés que peuvent rencontrer ce type de communauté. Quand on a une structure qui repose sur un leader charismatique, il peut y avoir toutes sortes de problèmes qui émergent. Parfois, dans ce type de communauté, ça peut être aussi les femmes qui se retrouvent à s'occuper des enfants pendant que les hommes réparent les tracteurs. Enfin, il y a des choses aussi qui peuvent se mettre en place comme ça. J'ai choisi Sadie comme fenêtre, en quelque sorte, du lecteur pour observer cette communauté parce que c'est une narratrice qui, justement, n'a aucune forme de sympathie pour ce type de projet social. Alors que moi, parce que ça m'était familier, j'aurais pu avoir davantage de sympathie dans la façon de le décrire parce qu'effectivement j'ai vu des gens évoluer dans ce type de projet. J'ai vu aussi je les ai vus évoluer suite à des descentes de police, notamment une communauté que je connaissais où il y a eu des descentes de police qui est devenue ensuite plus fermée, plus hermétique. Donc la question en fait aussi justement de l'agent infiltré était quelque chose qui m'intéressait, d'où aussi le personnage de Sadie, un agent qui va s'infiltrer dans la communauté, mais qui va aussi essayer de les pousser elles-mêmes à la faute, à commettre des violences, comme une façon peut-être de pouvoir entraîner leur fin. Ça, c'est quelque chose qui m'avait intriguée justement dans ce que j'avais pu observer. Je me demandais en fait qu'est-ce qui pouvait amener à faire ce choix-là, à quelle mentalité il fallait en fait pour avoir ce type de position. Et Sadie Smith est quelque part donc ma réponse en fait à tous ces questionnements-là. C'est quelqu'un qui est extrêmement cynique. Elle affiche, elle va affirmer au lecteur que pour elle il n'y a rien de sacré. Elle critique le projet social justement de la communauté qui pour elle est plein de contradictions, n'est pas quelque chose qui tient la route. Et en même temps, ontologiquement, elle est elle-même extrêmement fragile puisque rien ne compte à ses yeux, rien n'a d'importance à ses yeux. Elle passe son temps à répéter qu'elle ne voit pas d'utilité à nettoyer derrière elle, entre guillemets, puisque pour elle c'est une mission comme une autre, ça va durer 6 semaines. Elle n'aura pas besoin de retourner sur les lieux, c'est simplement un boulot comme un autre. Mais en même temps, elle va être amenée à lire de très près les communiqués de Bruno Lacombe, donc ce personnage de philosophe, et finalement à être sa principale disciple, puisqu'elle va établir un lien, une intimité avec lui au travers de la lecture de sa pensée. Elle a aussi ce faux petit ami qu'elle manipule parce qu'elle a besoin de se rapprocher d'un ami d'enfance de Pascal qui est le leader de la communauté. Elle dit de lui qu'il est amoureux d'une femme qui n'existe pas. C'est presque comme si effectivement elle était tellement cynique qu'aucun personnage n'existait pour elle, sauf que Bruno Lacombe, lui, elle va développer une forme de lien en lisant ses écrits et donc devenir en quelque sorte sa seule et unique disciple. Elle passe son temps à répéter aussi qu'elle ne se soucie pas de la nature, mais en même temps elle arpente ses paysages avec en tête ce qu'en dit Bruno Lacombe, et donc quelque part il devient vraiment son maître à penser et son lien avec la nature qui l'entoure. On dit souvent que les romans sont un parcours qui va mener le personnage de l'innocence vers l'expérience, et pour moi dans ce livre-là, Sadie Smith, c'est exactement l'inverse. Elle va passer de l'expérience à la découverte de l'innocence.
Oui, et c'est vraiment pour moi l'aspect absolument magnifique et assez magique de ce texte, de justement prendre les choses à l'inverse, parce qu'en fait, s'il est question d'un roman d'infiltration, effectivement, cette femme s'infiltre dans ce groupe et on la voit venir de loin. On la voit séduire Lucien, place des Vosges, le meilleur ami de Pascal. Et elle est à la fois moqueuse, cruelle, dure. Elle le manipule absolument comme elle veut. On les voit ensuite partir à Marseille où Lucien tourne un film. Puis essayant d'entrer dans la maison de famille de Lucien, donc pas loin de Vendôme, où se situe, donc remonter justement vers le sud-ouest, où se situe cette maison. Et en fait, cette infiltration, pour moi, elle est effectivement liée. On voit l'ex-agent du FBI qui a un filtre, qui est là pour infiltrer un groupe, donc la surveillance, les regards, déceler les détails, observer tout le monde. Mais pour moi, ce roman est un roman d'infiltration parce que c'est l'histoire d'une femme qui est infiltrée par la pensée d'un homme qui finit par l'atteindre et finit par la toucher au moins à un moment qui n'est pas tout à fait la fin. Et même si les dernières pages, on a l'impression de retrouver la sadique que l'on connaît, qui est comme un cow-boy solitaire, il y a quand même un moment vers la fin du texte, en regardant le ciel, elle semble rejoindre Bruno. Et en tout cas, c'est très beau pour moi ce parcours-là, et justement le fait que s'il est question d'infiltration dans le livre, c'est beaucoup plus cette femme, sa pensée, qui est infiltrée par la pensée de Bruno Lacombe. Et d'ailleurs, quand vous disiez que quand elle se promène dans la nature, elle la regarde autrement, on voit revenir finalement tous les indices, toutes les traces, on voit toute l'empreinte de la vision de Bruno Lacombe sur la façon dont elle a de ressentir les paysages, la lumière qui coule à travers les noyers, ces chemins du sud-ouest, le côté très rocailleux, etc. Je voudrais lire un passage, parce que je trouve que c'est important de lire, qui est une lecture dans une rencontre pour aussi qu'on se rende compte de la langue et surtout de l'extrême vivacité et la profondeur du roman de Rachel Kushner. Donc là, on est encore à peu près à la moitié, au premier tiers du texte, et j'ai choisi de lire plutôt un passage où c'est Bruno qui s'exprime par le biais de Sadi, qui rapporte toutes ses pensées. « Il était dans ces grottes depuis 12 ans, disait-il, et il n'en voyait toujours pas la fin, l'agencement des cavités souterraines remettant d'ailleurs complètement en question cette notion même de fin. « J'entends des gens, affirmait-il, dont les voix sont éternelles dans ce monde souterrain où coexistent en un seul espace tous les espaces temporels. Ici, sur Terre, il existe une autre Terre, poursuivait-il, une réalité différente, pas moins réelle, mais régie par d'autres règles. Ce n'est pas en me lisant que vous comprendrez quoi que ce soit ce que je vous raconte, disait Bruno. Vous réfuterez peut-être même mes propos. Le peu que j'ai compris moi-même m'a demandé de la patience et une rigoureuse déprogrammation. Depuis l'apparition de l'homme sur cette planète, l'humain a passé les 9/10 de son temps sous terre. Son monde symbolique s'est forgé en partie grâce à ses activités dans les grottes, grâce aux modalités et aux visions que promettaient ces ténèbres. Puis, tout ça s'est arrêté. Nous avons perdu le monde souterrain. L'usage industriel que nous avons fait de la terre en la creusant, en la fracturant, en y perçant des tunnels ne sont que de simples pillages et ne comptent pas, proclamait Bruno. Les gens qui aujourd'hui construisent des abris anti-atomiques afin de survivre à quelque apocalypse ne comptent pas non plus, ajoutait-il. Oui, ils vont sous terre, mais sans notion de continuité humaine, sans notion de communauté. Ils pensent « je serai le plus intelligent, celui qui survit à l'anéantissement de masse ». Mais pourquoi vouloir survivre à l'anéantissement de masse? Quel peut être le but de la vie si celle-ci se réduit à une poignée de pessimistes, armés, faisant des provisions de conserve et se craignant les uns des autres? Dans un bunker, vous ne pouvez pas entendre la communauté humaine souterraine, la profonde citerne des voix,
le lac de notre création. Dans ma grotte, disait-il, dessous, j'entends tant de choses qui remontent des profondeurs, pas seulement l'écoulement de l'eau, j'entends des voix, des gens qui parlent. Parfois c'est en français, parfois en occitan ou dans les langues du Languedoc, plus anciennes encore, beaucoup de langues que je ne reconnais pas, des sons que je ne comprends pas, mais je sais ce que j'entends est humain, que ce sont des humains qui parlent. Avons-nous toujours eu le langage ? Nous ne connaissons pas la réponse à cette question. Quand vous vivez sous terre, vous découvrez entre autres que vous n'êtes pas seul. Vous êtes dans un monde richement peuplé, occupé par des légions d'êtres. Homo erectus, qui s'est levé et a cuisiné, disait Bruno, il est ici. Homo neanderthalis, qui s'est modestement rassemblé en petits groupes pour rêver abondamment, ici. Homo sapiens, qui est allé peindre dans les cavernes, représenté à la lueur d'une torche ses prises avec pieds et cornes supplémentaires, ces bêtes qui se penchent et cavalent sur les parois ou s'affrontent, s'opposent et se battent, le cinéma souterrain d'Homo sapiens, notre ancêtre à la fois ingénieux et désastreux, il est ici. Les cathares et d'autres hérétiques, les rares ayant échappé au massacre, qui sont tous allés sous terre, vivre dans les ténèbres, oui, présents. Les cagots, après la guerre de 1594, cachés pour survivre en secret, ici. Les spéléologues, des hommes et des jeunes gens du 19e siècle que leur curiosité a tués, incapables après une chute de retrouver le chemin de la sortie, ici. Les partisans des hommes de ma propre enfance, qui se sont retirés sous terre pour échapper aux Allemands déchaînés, eux aussi sont ici. Pendant longtemps, écrivait-il, vous n'entendez rien. Et puis vous sentez éventuellement un courant ou un bourdonnement d'énergie tellurique. Plus vous passez du temps dans les grottes, plus ce son se transforme. Il devient une voix. Vous entendez ces voix, mais vous êtes incapable de les isoler les unes des autres. Il faut des années pour apprendre comment écouter, comment différencier, comment ajuster votre récepteur intérieur à la bande passante, atemporelle du monde souterrain. Vous souvenez-vous des ondes courtes, leur demandait-il. Probablement pas. Capter un signal en ondes courtes était autrefois un art. En fonction de la bande passante, cela fonctionnait mieux la nuit parce que les ondes radio reviennent plus facilement de l'ionosphère. Il y avait un almanach, disait-il, qui listait les programmes en fonction de la date et des mégahertz. On captait certains de ces programmes plus clairement que d'autres. On apprenait à écouter pour savoir où placer la molette et comment positionner l'antenne afin d'écouter un chœur bulgare ou les actualités du Sénégal ou encore Radio Juventud du Venezuela. Les ondes courtes sont réelles, bien sûr. Toutefois, il s'agit aussi d'une métaphore. J'en parle par nostalgie des technologies passées, mais aussi pour vous aider à comprendre. Les fréquences souterraines, ajoutait-il, ne sont pas comprises entre 3 et 30 MHz. La bande passante des grottes croise des moments, des ères, des époques, des éternités. Il faut apprendre à pénétrer la monophonie, plus délicatement la démontrer. À la fin, on découvre une extraordinaire polyphonie. On commence à faire le tri, à filtrer. On entend des chuchotements, des rires, des murmures, des suppliques. On a le sentiment que tout le monde est là. Un sentiment merveilleux, devrais-je préciser. Parce que soudain, on comprend à quel point nous avons été seuls, isolés, piégés, coincés dans le décompte du temps et coupés de tous ceux qui nous ont précédés. Je ne veux plus jamais être seul à ce point, disait-il. Bon, merci. Bon, c'est un passage vraiment, je trouve, magnifique, où l'on a aussi, je trouve, une sorte de... où l'on trouve peut-être le foyer du livre et surtout de l'écriture, de l'acte même d'écrire un roman, c'est-à-dire cette captation du temps et cette captation de tous les temps ensemble. Voulez-vous enregistrer mon audiobook en français parce que c'était incroyable. Je rigole. I always read that exact passage of my own book, and we did not discuss it On n'en a pas du beforehand. tout parlé. So, either Maëlys is my spiritual sister, which I did feel that way from the first time I read one of her novels. Either that, or it's the only good passage in the whole book. Non, il y a un deuxième.
Alors je lis toujours ce passage-là, justement, moi-même, quand je lis un extrait de mon livre, et pourtant on n'en avait pas du tout parlé avant. Donc soit Maëlys est ma sœur spirituelle, ce dont je suis convaincue depuis la première fois où j'ai lu un de ses romans, soit c'est simplement que c'est le seul bon passage du livre. And before I wrote the book, I had this image of Bruno as a man who puts his ear to the rock wall of his cave and thinks that he hears, like radio transmissions, the voices of people coming through from earlier eras. He's someone who longs to have clues about how we are meant to live. He has a perhaps somewhat romantic idea about a time in Europe, in Asia, when multiple species of human roamed, lived in nomadic formations, and maybe had a sense of how to prosper that was closer to what we are meant to be. Bruno believes in the human project and in a sort of exalted form of human life that we are not experiencing currently. It's generally considered among intellectuals on the left, if they identify where the wrong turn was taken, it's usually the dawn of the agricultural revolution. Like that's when things went bad. But Bruno is somebody I saw as having kind of picked up the marker of where things went bad to 38,000 years ago. And he has this idea that the Neanderthal is his beautiful loser, and that the Homo sapien has this growth at any cost mindset. He rampages across Europe. Even the beauty of the paintings in Lascaux and Chauvet for Bruno are just yet more evidence that Homo sapiens are focused on eating and killing. Never mind the skill that's required to render these images. He sees the abstract art of the Neanderthal. It's just, some cuts on a bone, geometric lines, as being a more exalted type of art because it's abstract art, it's geometric. I had this image of him hearing voices through the rock and thinking that he's finally found a plane of reality, as you beautifully summarized, that is like all planes of time in one plane of time. It seemed logical to me somehow to want to get into this world where the people who came before us are not completely lost and erased from us. I think there is a natural projection onto prehistoric people that we don't project onto, let's say, like the Greek city-state or, Etruscan cultures. There's a way in which cave people seem like the original form of us, to me. And so I feel like there's an intimacy with them that I could imagine for Bruno, that he wanted to say, he wanted to locate clues that these people left for us in terms of where to go. Like he says kind of defensively in one of his letters, no, I'm not a primitivist. I speak about the past in order to better consider our own future and where we go. I'll end with that and then say more. Avant de commencer à écrire le livre, j'avais cette image de Bruno comme cet homme qui colle son oreille à la paroi d'une grotte et qui va en quelque sorte percevoir comme des transmissions radio, comme des ondes qui portent des voix venues du passé. C'est quelqu'un qui cherche des traces et qui cherche des indices pour savoir comment il faut vivre. Il a peut-être cette idée un peu romantique d'une époque où en Europe, en Asie, différents types d'espèces, de sous-espèces humaines, d'embranchements de l'espèce humaine coexistaient et menaient des
des vies nomades, et il cherche à comprendre en fait comment l'espèce humaine pourrait prospérer, et il imagine que peut-être cette époque-là était plus proche de du chemin qu'il aurait fallu prendre justement pour que l'espèce humaine s'épanouisse. Il croit profondément dans le projet humain, dans une version peut-être un peu exaltée de ce que c'est que la vie, que l'existence de l'humanité, très différente de ce qu'il observe aujourd'hui. En général, quand vous discutez avec des intellectuels de gauche, s'ils situent dans le passé le moment où les choses ont commencé à tourner un peu au vinaigre, ils vont parler de la révolution de l'agriculture, ils vont remonter à peu près là. Bruno, lui, remonte à 38 000 ans en arrière, et il considère les hommes de Néandertal comme des espèces de perdants magnifiques de l'histoire, qui auraient été remplacés par Homo sapiens avec son avidité, sa façon de s'accaparer les ressources à travers l'Europe. Il voit chez Homo sapiens une forme de domination justement, et même dans la plus grande beauté de ce qu'a pu laisser Homo sapiens, comme par exemple les œuvres, les fresques de Lascaux ou de la grotte Chauvet, il voit en fait une obsession de la nourriture, une obsession de l'idée de tuer d'autres espèces, de tuer d'autres êtres vivants, alors qu'il considère que l'art laissé par les Néandertaliens, beaucoup plus abstrait, fait de petites entailles sur des os, etc., est quelque part supérieur, en tout cas une forme d'art plus exalté produit par l'humanité. J'aime beaucoup la façon dont vous avez résumé cette idée qu'il cherche à une forme de réalité dans laquelle les différents plans temporels peuvent coexister. Toutes les époques seraient superposées et coexisteraient en quelque sorte. En tout cas, il cherche et je trouve c'est ça qui m'intéressait dans ce personnage qui plaque son oreille, il cherche à arriver à un endroit où peut-être les personnes qui nous ont précédés, les gens qui ont vécu avant nous, ne sont pas complètement effacés, ne sont pas complètement perdus pour nous. Il y a, je crois, une projection très particulière sur les hommes préhistoriques qu'on n'a pas quand on imagine ce que c'était que de vivre dans la Grèce antique ou à d'autres époques. En tout cas, moi, j'ai tendance à voir ces hommes des cavernes comme une sorte, comme la forme originelle de ce que c'était qu'être nous, qu'être humain. Et Bruno, lui, il cherche justement les traces que ces humains originaux ont laissées pour nous indiquer justement dans quelle direction aller. Il y a un moment dans une de ses lettres où il proteste contre l'idée qu'on le qualifie de primitiviste, en disant que s'il évoque le passé, c'est justement pour envisager l'avenir. I just want to say one thing. I thought for a minute about writing a novel that would just be about the encounter between Homo sapiens and Neanderthals, but it was too difficult to pull that off, to sacrifice my desire to talk about the textures of our contemporary world. And I decided there was only one writer, I think, who could have done that, besides Melis de Kerangal. And that's Cormac McCarthy, because he's a behaviorist who sees people from way outside with no access to their feelings. J'ai envisagé un temps d'écrire un roman qui se concentrerait vraiment sur cette rencontre justement entre Homo sapiens et Néandertal. Et puis je me suis dit que ce serait trop difficile. J'ai renoncé parce que ça aurait signifié sacrifier aussi mon envie d'explorer la texture du monde contemporain, et aussi parce que je pense que, hormis Maëlys, un seul romancier serait capable de ça, qui pour moi serait Cormac McCarthy, parce que c'est vraiment quelqu'un qui se concentre essentiellement sur le comportement. C'est un behavioriste en quelque sorte, qui observe le comportement humain, mais de l'extérieur, sans accès aux sentiments. Mais c'est aussi ce que vous faites, Rachel Kushner, dans votre livre, c'est observer de manière extrêmement proche et extrêmement précise le comportement des humains. Mais avant, je voudrais redire quand même quelque chose, parce que évidemment, moi, dans ce livre, ce qui m'a vraiment passionnée, je dois dire enchantée, c'est cette question de la compétition entre Néandertal et Homo sapiens. Et j'ai trouvé, je vois très bien que Rachel Kushner, vous étiez
totalement au fait des dernières découvertes scientifiques qui concernent Néandertal, et cette espèce de réhabilitation que l'on observe ces dernières années de cette hominidé qui a été longtemps perçu comme un gros balourd qui était tout en force, et vous en faites, en tout cas Bruno, par l'entremise de Bruno, un personnage rêveur, tout en sensibilité, et qui a énormément de douceur. Douceur, softness, right. Wait, but the question is just about Bruno's. C'était une réflexion, juste. Okay, je trouvais que vous étiez très... j'allais dire, renseigné, que vous connaissiez très bien les nouveaux apports qui nous permettent de concevoir aujourd'hui Néandertal, non pas comme un espèce de sous-sapiens grossier, tout en force, uniquement capable de combattre les animaux dans des corps à corps, quand Sapiens se tient beaucoup plus loin et chasse au javelot, etc. Et vous en faites, vous faites de Sapiens, je veux dire, par l'entremise de Bruno, qui a une certaine forme de tendresse pour Sapiens, vous en faites un personnage justement plus désintéressé, moins dur, plus rêveur et plus doux. Yeah. So I was reading a lot of like anthropology, not exactly to do research, but because I was interested in it. But I also had this character who was trying to form a counter-history, a different account of what happened in Europe in terms of, the possibilities for the social organization of human life. And so he's always looking for evidence that the Neanderthal was in fact, the secretly superior being. But it's not about like racial superiority or anything like that. It's like looking for other ways of living that were possibly crushed by the Homo sapien. So he says, the Neanderthal preferred to live in smaller groups. He did not enjoy crowds. They slept for a long time. They actually had very large brains, and Bruno develops this theory: the longer you sleep, the bigger your brain gets, the more you dream, the better capacity you have to think abstractly. To think abstractly is to have a vision for how to live, and how to live equal to the blessedness of human life. But as I was reading some of the anthropology, I would start to talk back. Like I'm reading a lot of these books, and they all have a picture at the front with a timeline, and you see the different ages. And there's one called, in English, the Stone Age. Do they call that like l'âge du pierre? And you think, why is it called the l'âge du pierre? These people were not especially like interested in rocks, They didn't define themselves by rocks. They didn't worship rocks. They weren't rock-centric. We call it the Stone Age for the reason that the Holocaust of time has erased everything else about these people except for rocks. So I would have these ruminations and write them down. And so then Bruno ends up saying, it's as though after a tsunami, for instance, where, like there was a terrible tsunami in 2005, somewhere, she would know, 5. And you would see the pictures, and it was just concrete and rebar. It was as if a future society called those people the rebar age, So why do we call them the Stone Age? Bruno feels that it is incumbent upon him to imagine these people with all of the fragile materials of their lives intact.
Alors, j'ai lu effectivement énormément d'anthropologie. C'était de la recherche, mais aussi simplement un intérêt personnel. Et puis évidemment, il s'agissait de nourrir la contre-histoire que le personnage essaie de former. En fait, dans le livre, il s'attelle à écrire un récit différent de ce qui a pu se passer en Europe, de la manière dont les structures organisationnelles humaines ont émergé et de ce qui aurait pu se passer de différent. Et il en arrive effectivement à la conclusion que l'homme de Néandertal était peut-être quelque part l'espèce supérieure passée sous silence, pas supérieure dans un sens racial du tout, mais simplement une espèce dont les apports auraient été complètement effacés, écrasés par la domination d'Homo sapiens. Et donc il s'intéresse notamment au fait que les Néandertaliens aimaient vivre plutôt en petits groupes, aimaient une vie plus paisible en petits groupes, le fait qu'ils dormaient aussi énormément, qu'ils accordaient beaucoup de place au sommeil. Bruno Lacombe va élaborer la théorie qu'ils ont des cerveaux particulièrement importants parce que justement le fait de dormir et de rêver est quelque chose qui va justement permettre le développement du cerveau, et que grâce à ce cerveau plus gros, ils ont aussi une capacité à avoir une pensée abstraite, et c'est la pensée abstraite qui permet justement de développer une vision de vie, de ce que c'est que d'accomplir réellement la vie et la destinée humaine. Donc j'ai lu effectivement tous ces textes d'anthropologie auxquels je me suis mise aussi à réagir. Typiquement, quand vous prenez ce genre d'ouvrage académique, vous allez avoir derrière une chronologie et puis différentes époques qui sont listées. Et j'ai commencé à m'interroger sur pourquoi est-ce que telle époque s'appelle l'âge de pierre, comment ça se fait qu'on l'appelle comme ça. Les gens qui vivaient à l'âge de pierre ne se définissaient pas par rapport aux pierres, n'étaient pas nécessairement obsédés ni ne s'occupaient que de pierre, n'étaient pas pierre-centriques. Et la seule raison pour laquelle aujourd'hui on se réfère à eux et à leur existence en utilisant ce terme d'âge de pierre, c'est parce que l'holocauste du temps a effacé en fait tout le reste, toutes les autres traces sensibles en fait de la vie, de l'existence de ces gens. Et Bruno exprime à un moment dans le livre que c'est un petit peu comme si après le tsunami qui a frappé, je crois que c'était fin 2004 si je dis pas de bêtises, en Asie, ne sont restés du coup que des bouts de béton et de métal tordu, et comme si on avait défini cette époque-là comme un âge du métal tordu, alors que ce sont finalement que les traces fragiles qui restaient de leur existence, mais ça ne dit rien de tout ce qu'il pouvait y avoir d'autre. Je me disais que peut-être que maintenant on pourrait évoquer quelques figures importantes qui peuplent le livre, de les évoquer de manière plus précise, parce que certes Bruno vit dans cette caverne. Alors il découvre sa propre grotte, il va y passer 14 jours, mais dans une espèce d'obscurité totale. Certes, un haut fonctionnaire s'appelle Platon dans votre livre, qui est une manière aussi de nous renvoyer au mythe de la caverne. Mais je voudrais qu'on parle plus des figures intellectuelles qui traversent ce livre. D'abord de la présence de Guy Debord, que vous connaissez bien, et qui est là de manière comme l'espèce de frère tutélaire, enfin de frère adoptif, de cher ami en tout cas de Bruno, mais dont vous soulevez à la fois l'alcoolisme, la dépression et finalement une forme d'échec, tandis que Bruno, lui, il porte quelque chose de plus optimiste. Enfin, il se résout en fait à quelque chose de plus optimiste en sommant justement les moulinards de sortir et de regarder le ciel et de trouver l'étoile polaire, par exemple, qu'il faut lever les yeux. Il y a aussi, je pense, les figures d'écrivains qui peuplent ce texte à des degrés très, très différents, c'est-à-dire de manière moins centrale si l'on accepte ou si l'on est d'accord avec le fait que Bruno et Debord, finalement, non loin de lui, forment le foyer philosophique et central du livre. Il y a tout de même d'autres auteurs qui sont présents. Je pense à Céline, par exemple, qui est dans le texte. Il y a également Michel Thomas, donc
Michel Houellebecq, qui est aussi présent. C'est toujours des moments dans ce texte qui lui donnent une forme de grande énergie intellectuelle. Il y a votre causticité, il y a une façon de les prendre au sérieux, mais aussi de les tenir un petit peu à distance, de les regarder un peu de loin, à travers l'œil de Sadi. Et j'aimerais que vous parliez un peu de, finalement, ce substrat intellectuel qui porte, en tout cas, qui permet aussi à ce texte de se tenir. Thank you for all that. Et peut-être Jean-Patrick Manchette. Well, yes. I love the novels of Jean-Patrick Manchette. And I read them all. They're very short, in one summer while I was writing this book. And it was around the same time that I realized my narrator was one of these devilish undercover cops who had been infiltrating my comrades on the ultra-left, because it had been such a mystery to me, like, who are these people and why are they motivated to do this? So in reading Manchette, I wanted to borrow a bit of the power of the policier, and it seemed logical since Sadie is an undercover agent. C'est aussi le mix de politique et de roman noir. Enfin, chez Manchette, il y a vraiment la rencontre des deux énergies, quoi, des deux forces. Yeah, and he's so good at that. Manchette seems to specialize in what I think of as the full-blown fiasco. Toward the end of his book, whether it's a kidnapping or a hitman, the plans completely go haywire. And I had this idea of my version of this would be an agricultural fair in this region, and this deputy sub-minister, Platon, would make an appearance there for the sake of publicity, for this corporate project of building a mega basin, and everything would go haywire, and Sadie's contacts, the people who've hired her, would have also asked her to neutralize this deputy minister, meaning kill him. And if it were a Manchette novel, it would have been a prime minister and not a deputy minister. But I'm not yet ready to kill a prime minister, so I heavily demoted my politician to deputy sub-minister of the Ministry of Rural Coherence, which doesn't exist yet. Alors, j'adore effectivement les romans de Jean-Patrick Manchette. Ils sont très courts et je les ai tous lus en un été au moment où justement je travaillais sur ce livre. Et c'est le moment où j'ai compris d'ailleurs que ma narratrice serait une de ces flics diaboliques infiltrés, parce que justement j'avais assisté auprès de mes camarades d'ultra-gauche à ce que ça a donné ce genre d'infiltration et que c'était quelque chose qui me fascinait, m'intéressait, cette posture du policier infiltré. Donc j'avais envie d'emprunter à Manchette la puissance justement du roman policier. Lui, il se spécialisait dans ce que j'appellerais les romans de fiasco total, c'est-à-dire que tout part toujours en vrille, qu'il s'agisse d'un kidnapping ou d'un tueur à gages, etc. Les choses à un moment donné partent complètement en sucette. Et donc dans ma vision, c'était une foire agricole où il y aurait donc ce haut fonctionnaire, ce Platon, qui est donc un sous-ministre adjoint, qui va faire une apparition sur cette foire agricole dans un contexte de publicité autour d'un projet de méga-bassine au service des grandes entreprises. Et c'est là où effectivement tout va partir en vrille, voilà, auprès des grands de l'agriculture intensive. Et puis les contacts de Sadi vont lui demander de disposer de ce haut fonctionnaire, de le tuer. Si ça avait été Manchette, il aurait pris un premier ministre. Moi, j'étais pas tout à fait prête à m'en prendre à un premier ministre, d'où le fait que c'est donc un sous-ministre adjoint d'un ministère qui n'existe pas encore, celui de la cohérence rurale. Il y a un sous-ministre qui a des problèmes capillaires, qui a des implants de cheveux, qui est aussi un espèce de personnage un peu ridicule. Non. I had ridiculous. No. I had fun with the minister. It's true. Yeah, he's got a static problem,
his slacks cling to his socks. Happens in winter when the air is dry. And so he's shaking his leg to straighten the pants, and Sadie thinks at him, you'll injure your groin doing that. L'électricité statique. Donc, je me suis effectivement bien amusée avec ce personnage-là qui a donc un problème d'électricité statique. Il a tout le temps son pantalon qui lui colle à la chaussette. C'est quelque chose qui peut arriver quand l'air est froid en hiver. C'est très agaçant. Donc, il passe son temps comme ça à secouer sa jambe et Sadie a peur qu'il finisse par se faire mal. You want to add something? Well, maybe just that, French politics are interesting to me. And part of what interests me is how passionately my friends seem to absolutely detest certain French politicians. There's just like this passionate hatred. So I was drawing upon that power. Les politiciens français m'intéressent beaucoup et ce qui me fascine surtout, c'est de voir à quel point certains de mes amis semblent avoir une forme de détestation pour certains hommes politiques. Il y a vraiment une passion de la haine là-dedans. Il y avait quelque chose qui m'attirait dans la puissance de cette haine. Alors on s'achemine vers la fin de cette rencontre et je voudrais dire que ce livre a une vraie trajectoire, donc qui est effectivement cette trajectoire de l'expérience vers l'innocence. Et je voudrais vous lire un court passage avant qu'on se sépare. Mais c'est aussi, il y a aussi une dimension de vrai roman policier, puisqu'effectivement, tout au cours de ce livre, on va rencontrer un leader charismatique, ce philosophe dans sa caverne, une femme qui vit avec un cochon qui s'appelle Bernadette. On croise aussi, on retrouve l'intérêt de Rachel Kushner, évidemment, pour toutes les sortes de voitures, pour les utilitaires blancs qui circulent en Guyenne, mais aussi pour les Skoda, etc. Il y a cette écriture du détail. À un moment, vous écrivez quand elle va rencontrer justement dans le café où elle attend Pascal Balmy, le leader charismatique des Moulinards, qu'elle est extrêmement affûtée et qu'elle est habituée à observer les détails. Et donc le livre aussi se déroule comme une enquête. Il va y avoir effectivement cet attentat qui va se produire lors de cette foire. Ce monsieur Platon qui va disparaître. Mais moi, je voulais aussi attirer peut-être qu'on évoque encore cette infiltration à rebours, c'est-à-dire celle de Bruno pénétrant Sadie. Bruno a développé aussi toute une théorie céleste autour de la façon de s'orienter dans le ciel et la manière entre l'astrologie mais aussi l'astronomie, de rechercher ce qui est l'étoile polaire, en incitant justement chacun à regarder en l'air et à lever les yeux. Et il y a ce passage à la fin pas à la fin justement, qui est, je trouve, très beau, qui montre que cette espèce de conseil que donne Lacombe justement pour que on essaye d'anticiper l'avenir un peu différemment. Donc cette idée de lever les yeux, de trouver comment s'orienter, de trouver comment se repérer dans un espèce de monde chaotique. Ce conseil finit par toucher quelque chose dans le cœur de Pierre, mais pas tant de Pierre que ça de Sadie. Donc je vous lis juste la fin. Était-ce mieux avant ? En toute honnêteté, je ne saurais le dire, reconnaissait-il. Avec du recul, ce que je voulais vraiment, c'était savoir comment naviguer avec les connaissances dont nous disposons. Quel futur imaginons pour notre présent ? Si je change de perspective, continuait Bruno, et que j'envisage Homo sapiens dessinant les cartes célestes sur les plafonds de sa grotte, tentant d'imaginer son avenir, et Néandertal avec ses empreintes de main représentant la Voie lactée, faisant la même chose, je ne peux plus m'obstiner à souligner leurs différences. Ces itérations de l'humain étaient toutes deux assaillies et profondément par un besoin de savoir, le même qui me tourmente aujourd'hui.
Je suis tout sauf prêtre navigateur, disait-il. En vérité, j'ai purement et simplement renoncé au ciel et par conséquent à l'avenir, à force d'essayer d'appréhender le passé. Cette remise en cause, confessait-il, m'a fait perdre tous mes repères et il va me falloir en trouver d'autres. Là-dessus, son mail prenait fin. Je m'allongeais sur mon lit et regardais par la fenêtre ouverte. Le vent s'était levé et soufflait en rafale dans les arbres. J'apercevais par intermittence les étoiles entre les branches qui allaient et venaient. Dans la dynamique obscure du vent, des arbres et de la nuit, j'eus envie de m'adresser à Bruno, de lui dire qu'il n'était pas seul. Bruno, je prononçais son nom à voix haute. Je n'aurais pas dû. Bruno, c'est ce que je ressens aussi. L'acte de parler, d'entendre une voix, la mienne, dans cette maison vide, fit sauter une espèce de bouchon. Cela libéra quelque chose dans la pièce, un sentiment. Ce sentiment était le mien, même si j'en étais spectatrice, même si je m'observais d'en haut, du plafond de cette chambre que j'allais bientôt quitter à jamais, tout comme j'allais quitter cette vie factice. Il y avait une fille en dessous, sur le lit, dans cette chambre. Cette fille, des larmes coulaient sur son visage, et son visage était mon visage, et ses larmes étaient mes larmes. Je vous remercie. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps pour les questions. Peut-être, oui, vous aimeriez... alors, peut-être, souhaitez-vous poser des questions à Rachel Kushner ? Souligner peut-être la qualité de la traduction. Magnifique, bien sûr. Donc, je redonne le nom des traducteurs. Emmanuel Aronson et Philippe Aronson, voilà, qui ont traduit. Mais c'est déjà eux qui avaient traduit Les routiers sont sympas. Oui, et ils sont mariés. L'homme est franco-américain et elle est française. Ouais. Et ils travaillent ensemble. Et j'ai travaillé avec eux pour l'autre livre. Celui d'avant ? Yeah. Mais je voudrais dire quelque chose sur cette question de la traduction, parce qu'en fait, elle est complètement liée au livre, dans la mesure où le personnage de Sadie Smith, elle va infiltrer ce groupe en se faisant passer pour la traductrice possible d'un livre écrit par Pascal Balmy et les siens, donc ceux de la communauté du Moulin. Et c'est en fait par l'idée qu'elle se fait passer pour une traductrice. C'est un peu le prétexte qui lui permet de les approcher et qui va faire qu'elle va donc rentrer dans la bibliothèque du Moulin et aussi parler avec les moulinards et approcher Pascal. Donc c'est cette idée que, d'une certaine manière, le personnage de Sadie, donc créé par Rachel Kushner, est un peu... Finalement, Rachel est un peu la traductrice de la traductrice. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de jeu de miroir qui est pas mal aussi dans cette histoire-là. Je crois qu'on peut aussi remercier Madame pour son incroyable... Alors, là, ce serait plus... C'est le Marguerite Capel, et donc c'est plus que... Oh yeah, ah oui. Plus qu'une traductrice, on pourrait même dire que là, c'est l'interprétation. C'est une interprète. Donc c'est... encore autre chose. Bravo. Et désolée que je ne peux pas parler en français, mais quelques jours. Alors, ce livre, Rachel Kushner se propose disponible pour le signer. Vous le trouverez dans le hall de la Maison de la Poésie. Voilà, vous pouvez vous le procurer et Rachel vous le dédicacera. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci, Mélisse. Merci.